Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la rédaction dans Parole d'expert. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une des questions qui revient de manière hyper fréquente, à savoir, je suis entrepreneur, je suis en nom propre, donc est-ce que je suis concerné par le RGPD? Alors, en reprenant effectivement le contenu de votre question, je réponds tout simplement tous concernés. En définitive, tous les organismes, quelle que soit sa taille, son pays d'implantation et son activité peut être concerné. En effet, le RGPD, donc le règlement général de la protection des données, donc qui a un périmètre européen, s'applique à toute organisation, qu'elle soit publique et privée, et qui traite des données personnelles pour son compte ou non. Dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l'Union européenne, donc on va dire un auto-entrepreneur sur le département, sur la France, pardon, ou que son activité en fait cible directement des résidents européens. Donc en fait, c'est pas forcément lié à l'activité, au régime juridique, je dirais, de l'auto-entrepreneur. Ça n'a aucun effet sur l'interprétation du RGPD. Donc si la question, effectivement, si ces données personnelles sont au cœur de l'activité de l'auto-entrepreneur, les moyens déployés en fait pour vous mettre en conformité au RGPD, malgré tout, ne seront pas très importants, puisqu'en fait, pour accompagner certaines structures associatives, même clubs sportifs ou PME ou TPE, effectivement, ce n'est pas le bon critère. Le critère, en fait, c'est la volumétrie et la sensibilité des données traitées, et non la taille en fait du nombre d'employés ou de l'entreprise, tout simplement. Donc, le statut d'entrepreneur, pour revenir un petit peu à la question, tout le monde est concerné, y compris les auto-entrepreneurs. Et l'auto-entrepreneur, il peut être également sous-traitant, puisque c'est le terme qui est employé dans le cadre du RGPD. Donc, par exemple, un auto-entrepreneur peut faire des petits travaux d'entretien pour un bailleur social. Donc, il a peut-être en sa possession, tout simplement, un petit fichier Excel pour rester sur du concret, avec la liste des locataires qu'il doit visiter. Le nom, le prénom, les coordonnées, son adresse téléphonique, son mail et ses coordonnées physiques. Donc là, on est déjà en présence, même si on a un statut d'auto-entrepreneur, on est en présence de données à caractère personnel. D'accord. Donc effectivement, tous concernés, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise ou la taille de l'entreprise. Exactement. D'accord. Deuxième question qui est revenue de manière assez récurrente, c'est beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui utilisent le marketing digital, passent par des plateformes de traitement pour créer leur système d'acquisition prospect, de conversion client. Donc je passe par un prestataire qui lui a sa propre politique RGPD. Est-ce que je suis obligé de tenir un registre si je ne passe que par des prestataires? Alors, pour faire la jonction, la transition par rapport à la première question, j'ai parlé il y a 2 secondes de notion de sous-traitant. Donc, au regard du RGPD, la notion de sous-traitant qui vient effectivement faire de la prestation pour un responsable de traitement. Si on reste encore une fois sur de la terminologie RGPD, pour être un peu plus pédagogique sur le sujet. Donc, effectivement, la relation avec un partenaire au regard effectivement du RGPD est considérée comme un sous-traitant. Donc, dans cette question, cette prestation, moi, je reviendrai simplement à un premier cadre. Quelle est la relation en fait, qui est instaurée entre ce sous-traitant auquel, effectivement, on fait appel pour avoir, je dirais, de l'information. Donc, en fait, le RGPD, en fait, une des points, c'est la base légale. Sur quoi on s'appuie? Et je reviendrai effectivement sur la notion de la base légale, le cadre juridique. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été fait en bonne et due forme par rapport effectivement avec une clause RGPD entre les deux parties? Ça, c'est la base en fait minimale. On ne peut plus aujourd'hui se permettre d'avoir ce type de prestations sans avoir un cadre juridique et avec une clause RGPD. Et en tant que sous-traitant, effectivement, il va falloir demander à cette plateforme, en l'occurrence, quelles sont les mesures techniques de sécurité, voire organisationnelles, qu'elle a mis en œuvre pour sécuriser le périmètre, effectivement, qui peut lier
la prestation, encore une fois, au travers d'un contrat. Ça, c'est la base, entre autres, de la relation. Donc, en résumé, sur quelle base légale la prestation est faite, tout simplement. Donc, le sous-traitant doit être amené éventuellement à la demande de l'entreprise qui fait prester ce service. La personne est en droit de demander à cette plateforme son registre de traitement. D'accord. Mais dans le traitement effectivement du client, effectivement, il faudra bien tracer que dans un traitement de collecte d'informations, ils font appel à un sous-traitant qui est d'une plateforme. Donc, il y a bien effectivement une formalisation tant au niveau de l'entreprise que de son sous-traitant. D'accord. Mais l'entreprise est quand même responsable de la manière dont sont traitées, collectées et éventuellement transmises les données personnelles. Tout à fait, effectivement, vous employez le bon terme, la notion de responsabilité de l'entreprise pour étayer quelque part son traitement, l'identification de son traitement, de la finalité du traitement pour avoir du contact, par exemple, va être amené effectivement à demander clairement et explicitement sur quelle base effectivement la relation est établie. Et c'est là où effectivement on rentre un petit peu sur du formalisme, j'allais dire collatéral, pour avoir le registre sur le périmètre de la relation contractuelle avec ce sous-traitant. Ça embête beaucoup de monde. D'accord. Et justement, puisqu'on parlait du fameux registre de traitement des données, j'ai des entrepreneurs qui utilisent plusieurs tunnels d'acquisition différents, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs pages de capture, mais finalement la finalité du traitement reste la même, c'est la génération de prospects pour ensuite faciliter le contact et la conversion. Est-ce que je suis obligé, si j'ai 10 tunnels de vente différents, d'avoir par exemple 10 entrées distinctes dans ce fameux registre de traitement des données? Alors après, il faut être, pour en traiter de façon assez régulière, et pas plus tard qu'encore hier, toute la journée, dans un club sportif de Ligue 1, il faut être pragmatique aussi. Donc, à un moment donné, là, cette question est venue, quelle que soit en fait la thématique et le métier. Je crois qu'il faut être, ce que je disais, de bon sens, quelque part, c'est de pouvoir rationaliser avec une thématique qui va être une finalité principale. Et ensuite, on fait des déclinaisons avec des sous-finalités. Donc, on rattache, en fait, il y a un traitement global avec une grosse étiquette, une grosse thématique. Et ensuite, on rajoute des traitements par la notion de sous-finalité, de façon à donner en fait une certaine cohérence et un côté explicite un petit peu au traitement. Et si l'organe de contrôle qui est la CNIL demandait d'avoir accès, demandera l'accès au registre de traitement, dans ce cas de figure, on aura une facilité, je dirais, de retrouver son arborescence, sa hiérarchisation dans le traitement, effectivement, avec une thématique principale, encore une fois, et décliner éventuellement avec des sous-finalités. D'accord. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les entrepreneurs parce qu'effectivement ça alourdirait considérablement le côté administratif de la mise en place d'une politique RGPD conforme à ce qu'elle doit être. Et effectivement, si je devais résumer, si j'ai plusieurs systèmes d'acquisition par page de capture, en fait je fais une entrée dans le registre et dans les sous-finalités, je détaille bien l'ensemble des opérations, des 10 opérations, par exemple si j'ai 10 tunnels d'acquisition, et non pas faire une entrée et une fiche à chaque fois. Il faut donner un côté pragmatique et de bon sens, tant pour l'entreprise qui a cette contrainte de répondre au cadre RGPD, parce que c'est pas si je peux me permettre l'expression, c'est pas du one shot. Donc il faut l'imaginer le formalisme RGPD dans le temps. Donc c'est comme le document unique pour les risques professionnels. Il a une vie et il continue à vivre le temps effectivement de l'exploitation de ces données. Donc du bon sens et du pragmatisme pour pouvoir effectivement tenir à jour son registre de traitement.
D'accord. Tenir à jour son registre, oui, et puis tenir aussi à jour ses mailing lists. Quand on a des prospects qui n'interagissent plus, qu'on n'a pas réussi à convertir en clients, bien penser effectivement à faire le nettoyage de manière régulière, de telle sorte à ne pas conserver des données personnelles au-delà de la durée légale. D'ailleurs là-dessus, c'est un peu flou, on ne sait jamais si c'est plutôt 24 ou 36 mois, mais en fait, donc tenir le registre à jour et tenir ses bases email propres et à jour également. Oui, c'est vrai que dans le côté formalisme, donc la formalisation de ces traitements au travers de ce qu'on évoque depuis quelques minutes, le fameux registre des traitements, qui peut être tenu tout simplement par un tableau Excel qui est fourni, un fichier Excel qui est fourni sur la CNIL. Donc, je renverrai tous les, toutes les personnes effectivement de se documenter sur la CNIL, qui est un petit peu pour moi également une source d'information, bien évidemment. Et il y a la possibilité de formaliser ce registre au travers d'onglets au niveau d'un fichier Excel pour pouvoir faire contenir dans le même fichier Excel l'ensemble des traitements. Au-delà d'une certaine volumétrie, on revient un petit peu sur la sémantique de la première question, sur la volumétrie, sur le nombre de données à traiter. Là, après, il vaut mieux s'orienter vers de vraies solutions de solutions RGPD pour avoir en fait beaucoup plus de profondeur sur le suivi, sur la constitution du registre de traitement. Le registre de traitement, en fait, il fait référence, pour faire un petit clin d'œil à l'article 30 du RGPD. Alors, on peut avoir un mode un petit peu réduit, donc c'est, on va dire, pour être simple encore et pragmatique, c'est le tableau Excel que je remplis à minima, sur les traitements les plus récurrents. S'ils sont ponctuels, il ne faut pas trop s'embêter non plus. Hein. Moi, je suis pragmatique également dans mes propos. En revanche, si on a de la volumétrie à traiter, on parle de 50, de 100, 150 traitements. C'est ce que j'ai sur 3 structures que je suis de façon hebdomadaire. Là, en revanche, j'ai préconisé d'avoir une vraie solution. Et à ce moment-là, en fait, l'article 30 qui nécessite de tenir un registre de traitement, on est sur ce qu'on appelle un mode étendu. Et là, on va beaucoup plus en profondeur et en précision pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants sur un processus qui, à un moment donné, fait de la collecte d'informations. Ok. Bah, après, c'est vrai que moi, je suis assez surpris de voir le comportement des entrepreneurs par rapport au RGPD. Enfin, quand il est entré en vigueur il y a 3 ans, je ne vais pas mentir, oui, j'ai perdu un certain nombre de contacts dans ma mailing list parce qu'il fallait redemander l'engagement et les différentes autorisations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de lourdes amendes pour des grands groupes qui sont hyper connus. Notamment le groupe Carrefour qui a été condamné à 3 millions d'euros d'amende parce qu'ils avaient des données clients qui remontaient à plus de 25 ans et c'était des gens qui fréquentaient même plus les points de vente, qui n'utilisaient plus leur carte de fidélité, etc. Donc ils ont été condamnés. Aujourd'hui, est-ce que la CNIL envisage des sanctions sur des plus petites structures ou pas? Alors, il faut savoir qu'au départ, c'est vrai qu'on est quasiment à 3 ans, date d'anniversaire de mise en vigueur du RGPD, le 25 mai 2018, pour être très précis. Problème de recrutement, donc je sais que les effectifs de la CNIL ont été quasiment multipliés par 2. Après, ils peuvent publier effectivement des cas de taille d'entreprise et pas forcément un Carrefour. Donc, on a également en tête peut-être ces 2 médecins qui mettaient en commun sur un espace, on va dire, non sécurisé, grand public sur le net, donc qui ont été sanctionnés, je crois, à hauteur de 20 ou 25 000 euros chacun et qui font un petit peu les titres de l'actualité. Donc, il y a également cet aspect un petit peu financier. Il y a la sanction, il y a le bâton. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ils ont peut-être, comme je viens de le dire à l'instant, peut-être doublé leur effectif, mais on voit bien que l'information, la communication auprès des citoyens français, pour rester sur la thématique RGPD, voire européen, on voit bien qu'on commence à en parler de plus en plus. Ça commence à faire son petit chemin dans les entreprises, dans les associations, dans les PME, dans toutes les entreprises, quel que soit leur, y compris les auto-entrepreneurs, pour revenir à la première question, on voit bien que ça commence à véhiculer.
Alors, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup plus de sanctions? Peut-être, mais sur peut-être des mises en garde avec un délai, par exemple, de 15 jours pour se mettre en conformité. Euh, c'est vrai que les 4% de chiffre d'affaires comme sanction, est-ce que c'est appliqué tout le temps? Aujourd'hui, à ma connaissance, non. En tout cas, de ce qui est publié sur le site de la CNIL. Mais bon, vous avez cité l'exemple de Carrefour, on pourrait en citer d'autres qui font la titre des journaux. Et c'est vrai que les sanctions sont relativement conséquentes financièrement. Et, moi j'y rajoute encore une fois, c'est la notion de réputation. On voit bien qu'on parle dans notre interview de Carrefour, on aurait pu citer Leroy Merlin également qui avait mis dans des zones commentaires libres des informations qui sont au regard de l'ACNIM des données à caractère sensible, voire très sensible. Donc on voit bien que dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir la possibilité de dépoussiérer, de purger, de nettoyer en fait des informations sur des prospects, sur des clients. Donc il y a un gros travail effectivement d'actualisation, mais c'est du bon sens. Après, ça peut être du travail effectivement pour bien nettoyer, tant sur l'aspect numérique que papier. Parce que le RGPD, il peut commencer par le papier qui est numérisé et qui devient effectivement une notion qu'on va exploiter sur un plan digital. Quid, en fait, pour terminer, de la durée de conservation. Il y a un cycle de vie. Et à la fin du cycle de vie, je fais quoi de mes données? Et vous l'aviez évoqué il y a quelques secondes sur la notion de prospect. D'accord, ok. Ouais, mais je pense que c'est important, c'est des précisions qui sont importantes, parce qu'effectivement, moi je le vois quand j'échange avec des entrepreneurs et avec qui je commence à travailler, la mise en place du site web et du système d'acquisition de prospects fait partie des premières opérations qu'on met en route. Et effectivement, quand je leur dis, ouais, attention, c'est bien, par contre, il va falloir qu'on mette en place ton registre RGPD, presque 3 ans après l'entrée en vigueur, on a encore des entrepreneurs qui disent, mais c'est quoi le RGPD? Donc c'est quand même assez grave. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait une campagne nationale à la télévision qui avait été faite sur le RGPD. Enfin du moins sur les chaînes satellites, moi j'en avais vu passer quelques-unes. Apparemment, bon, c'est vrai qu'on a une actualité un peu plus compliquée depuis un an, mais c'est vrai qu'on voit pas, et c'est vrai que c'est étonnant, et c'est pour ça que j'avais envie de profiter de cette date anniversaire pour faire cette interview avec quelqu'un dont c'est l'expertise, parce que je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui font de la capture de données personnelles et qui sont absolument pas en règle avec le RGPD. Et justement, une des questions qui revient assez fréquemment chez mes clients qui font des webinaires, donc des conférences en ligne, c'est vrai que généralement sur leur page d'inscription, on voit bien la case à cocher, j'accepte de recevoir, en m'inscrivant à la conférence, j'accepte de recevoir des emails en rapport avec le déroulé et le contenu de la conférence. Mais c'est vrai qu'un webinaire, généralement à la fin, on a une phase d'offre. Alors comment concilier ça? Parce que finalement la personne elle a bien coché la case pour recevoir des emails de contenu, pour avoir un rappel au moment de la conférence, pour pouvoir y participer en live. Mais comment ça se passe? Parce que si derrière il y a une offre commerciale, alors est-ce qu'il faut mettre déjà dès le départ, dès la page d'inscription, la petite case à cocher, prévenant que effectivement à la fin de la présentation il y aura une offre commerciale, et est-ce que j'accepte qu'elle soit déroulée ou pas? Ou est-ce que le fait d'intégrer dans le déroulé du webinaire la phase, comme beaucoup le font, de dire, voilà, si ce contenu vous a plu, est-ce que vous m'autorisez à vous parler d'une offre que j'ai conçue spécifiquement pour vous? Est-ce que ça suffit à pouvoir faire une proposition commerciale pendant le webinaire? Alors, il y a une règle d'or dans le RGPD, c'est d'informer. Et dans vos propos, il faut être encore une fois, je vais reprendre un petit peu le côté pratico-pratique du RGPD. Je pense que la première chose, effectivement, moi, et ce matin, petit clin d'œil, j'ai assisté à un webinaire. Effectivement, je n'avais pas de case à cocher au départ dans mon inscription qui me permettait éventuellement d'être contacté ultérieurement. Donc, pour répondre effectivement clairement à la question, moi, je proposerai effectivement ce que je propose. Et on l'a mis en place dernièrement là, par rapport à
un compte utilisateur pour le club sportif, c'est dès le départ une case qui n'est non cochée, avec la possibilité effectivement que la personne qui va participer, le participant au webinaire, donne son consentement. Donc c'est ça en fait, qu'il faudrait faire dans un premier temps, en disant effectivement, hormis peut-être le fait de participer, et d'avoir une deuxième case à cocher qui accepte clairement, explicitement, le fait de pouvoir ensuite être contacté suite au webinaire. Tout simplement. Tout simplement. Donc, il y a deux choses dans ce message-là. C'est d'informer et d'avoir, encore une fois, la base légale. C'est le consentement dans ce cas bien précis. D'accord. Mais cette case, effectivement, ne concernerait que des personnes qui ne voudraient pas ou qui souhaiteraient être contactées après le webinaire. Et du coup, la phase de vente qui se fait en live, effectivement, libre après à chacun, si la personne ne veut pas voir l'offre, de quitter la salle de conférence. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a ça. Et puis, vous voyez le petit clin d'œil ce matin. Et pourtant, je vais devenir DPO de cette structure qui faisait une présentation en webinaire. Donc, je vais les rappeler à l'ordre gentiment, mais c'est pour l'anecdote et l'exemple, en tout cas, sur ces points très, très précis. Il n'y avait pas de case à cocher. Donc, et dans sa présentation, le webinaire a été enregistré. Donc, si on fait un parallèle de ce qu'on a évoqué hier avec le club sportif, il y a une clause, en tout cas ici, en consentement, avec la petite case non cochée pour dire « je suis prêt à recevoir une information de votre part, d'être contacté pour avoir une offre commerciale ». Ça, c'est un premier point. Et dans le cadre de webinaire où on est enregistré, attention, il y a le droit à l'image. Que si le webinaire ensuite est mis en streaming à disposition sur des réseaux sociaux, je vais avoir ma tête qui va être projetée sur les vidéos. Donc attention aussi sur le droit à l'image aussi, ça fait partie, je dirais, du cadre RGPD. Attention aussi. D'accord, oui, donc faire bien attention de bien dissocier quand on fait un webinaire en présentant des diapositives, en fait, et si on est sur une salle où effectivement chaque participant est affiché via sa caméra. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a vraiment cette règle d'or au départ. Initialement, c'est l'acceptation par le consentement. Là, on est vraiment sur une base légale du traitement qui est le consentement. Et sur l'information. Donc, il faut être clairement, le RGPD dit il faut qu'on s'adresse à un enfant de moins de 13 ans. Il y a une règle un petit peu de 13-15 ans en fonction des pays européens. Mais d'avoir, en fait, c'est le facile à lire, le facile à comprendre qu'il faut rapporter au cadre RGPD, de façon qu'il n'y a pas d'ambiguïté, effectivement, sur l'exploitation des données qu'on pourrait avoir et l'objectif de ce webinaire pour rester sur la question. D'accord. En tout cas, Jean-Luc, merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction. Le mois prochain, je recevrai David Veninck, expert en webinaire de vente, dans un nouveau numéro de Marketing Zen Media.